Revenons maintenant en détail sur l'ordre d'appel des constructeurs dans une hiérarchie de classes. Supposons par exemple que nous ayons défini une classe C qui a certains attributs, certaines méthodes, et qui hérite d'une classe B, laquelle a ses propres attributs, ses propres méthodes, et laquelle classe B hérite elle-même d'une classe A avec ses attributs et ses méthodes. Et nous déclarons donc une instance, ici mon C, de la classe C, avec un appel ici à un des constructeurs de cette classe C. Que se passe-t-il lorsque l'on déclare donc comme ceci une instance lors de l'appel donc de ce constructeur? Ce constructeur, ici, dans sa section liste d'initialisation, aurait un appel au constructeur de B, que cette écriture soit explicite ou que ce soit un appel au constructeur par défaut, et puis ensuite, bien sûr, l'initialisation des attributs. Donc lorsque l'on appelle ici le constructeur, on va commencer par appeler le constructeur de la classe B. Le constructeur de la classe B a lui-même, dans sa liste d'initialisation, l'appel à un des constructeurs de sa superclasse. Et donc, dans cet appel ici du constructeur de la classe B dans le constructeur de la classe C, on a d'abord, en tout premier, un appel au constructeur de la superclasse A. Donc la toute première chose qui va se faire, c'est, lors de l'appel du constructeur de C, c'est l'exécution du constructeur de la superclasse, de la classe la plus haute dont on dérive. Et donc, l'exécution de ce constructeur va commencer par initialiser les attributs A1 et A2. Et donc, dans la construction d'un C, on aura lancé la construction d'un B, lequel B aura lancé la construction d'un A. La première chose qui se passe dans cette construction du C, c'est la construction de sa partie A. Je vous rappelle qu'au travers de la relation d'héritage, C hérite tous les attributs de B, B hérite tous les attributs de A. Donc, dans C, on a effectivement un attribut A1 et un attribut A2. Donc, dans la construction de ce C, qui n'est pas encore terminée, on a commencé par construire la sous-partie ici A. C'est la première chose qui se passe. Une fois qu'on a terminé toute l'exécution du constructeur de A, on revient ici donc dans la liste d'initialisation du constructeur de B pour initialiser ses propres attributs, les propres attributs de la classe B, et donc construire ici l'attribut B1 de la classe B. Et puis on termine donc l'exécution du constructeur de B, et on est donc à ce stade-là dans l'exécution du constructeur de C. On termine l'exécution de la liste d'initialisation du constructeur de C, qui va donc construire la partie propre à C, les attributs propres à C, exécuter son corps si jamais, et donc ceci termine la construction de C. Donc dans la construction d'une sous-classe, on commence d'abord par appeler le constructeur de la classe la plus élevée dont on dérive, puis ainsi de suite tous les constructeurs des superclasses intermédiaires. Enfin, on termine donc par la partie spécifique au constructeur de la classe dont on est en train de créer une instance. Pour les destructeurs, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'ils sont appelés dans l'ordre inverse des constructeurs. Les destructeurs seront toujours appelés dans l'ordre inverse des constructeurs. Donc dans l'exemple qui précède, nous avons d'abord appel au destructeur de C, puisque c'est le dernier constructeur qui a été appelé, c'était le constructeur de C. Donc le premier destructeur qui est appelé, c'est le destructeur de C. Lequel destructeur de C appelle le destructeur de B, lequel destructeur de B appelle le destructeur de A. Enfin, encore deux petites choses sur lesquelles nous pensons que ça vaut la peine d'attirer votre attention pour conclure cette séquence sur les constructeurs et destructeurs dans la relation d'héritage. Le premier concerne le constructeur de copie. Si jamais vous devez redéfinir le constructeur de copie, vous n'êtes pas obligé dans la plupart des cas, mais si vous pensez devoir le faire, alors faites très attention dans le constructeur de copie d'une sous-classe à toujours penser à appeler explicitement le constructeur de copie de la superclasse. Par exemple, supposons que l'on ait une classe rectangle qui hérite d'une classe figure géométrique, laquelle classe figure géométrique a un attribut position qui pourrait prendre deux coordonnées x et y, et a donc par exemple deux constructeurs, un constructeur par défaut qui initialise la position à la position nulle 0, 0, et un constructeur qui permettrait d'initialiser les coordonnées x, y de la position. Et supposons donc que l'on crée une instance R1 de la classe rectangle, que l'on initialise avec une position, disons, première coordonnée 1, deuxième coordonnée 2, et puis une largeur de 3.5 et une hauteur de 4.6, et que l'on crée une instance R2 par copie de R1. On s'attend donc bien sûr
que la copie R2 copie de R1 ait la même position, même hauteur, même largeur que R1. Mais admettons que l'on ait donc écrit un constructeur de copie comme ceci, et que l'on n'ait pas écrit explicitement l'appel au constructeur de copie de la superclasse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans cet appel ici de la copie de R1 dans R2? On va appeler le constructeur de copie de la classe rectangle. Ce constructeur de copie de la classe rectangle, dans sa liste d'initialisation, n'a pas d'appel explicite à aucun constructeur de la superclasse, et donc appelle le constructeur par défaut de la superclasse. Et donc, ce que l'on commence par faire dans la copie de rectangle ici, c'est par initialiser la position de R2 à 0. Et donc, R2 va se retrouver avec une position à 0 par l'appel ici non écrit, et donc réalisé automatiquement, du constructeur par défaut de la superclasse. Puis, on copiera la largeur de R1 dans la largeur de R2, la hauteur de R1 dans la hauteur de R2. Donc, si on a omis cette ligne, alors R2, il aura comme position 0 et 0. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir explicitement un appel au constructeur de copie de la superclasse. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que l'appel du constructeur de copie ici va appeler explicitement le constructeur de copie de la superclasse. Ce constructeur de copie, si on ne l'a pas, nous, écrit explicitement, on va avoir le constructeur de copie par défaut, qui va donc recopier R1 en tant que figure géométrique. Je vous rappelle que le constructeur de copie de figure géométrique a le prototype suivant et donc passe une figure géométrique par référence constante. Ici, autre, qui est un rectangle, est passé en tant que figure géométrique, ce qui pose absolument aucun problème puisqu'un rectangle est une figure géométrique. Et donc ce constructeur de copie recopie la partie figure géométrique du rectangle R1, c'est-à-dire va recopier ses attributs position dans la position de R2. Donc on aura bien ici une copie de la partie figure géométrique de R1, c'est-à-dire sa position 1, 2, dans la partie figure géométrique de R2, c'est-à-dire dans la position héritée par figure géométrique de R2. Et donc ici, grâce à cet appel explicite au constructeur de copie de la superclasse, on a bien que R2 aura la même position que R1. Et ensuite, le constructeur de copie, bien sûr, continue comme précédemment en copiant la largeur et la hauteur. Donc ici, il faut bien explicitement écrire l'appel au constructeur de copie de figure géométrique. Parce que sinon, ce sera le constructeur par défaut de la superclasse qui sera appelé. Et ceci peut créer quelques ennuis. Je peux vous livrer comme ça une anecdote de cette erreur qui s'est passée dans des projets que je donne à mes étudiants. Ils devaient écrire des classes pour des vecteurs mathématiques, des vecteurs algébriques, et ils avaient fait une sous-classe du genre vecteur unitaire, et certains s'étaient crus malins de devoir écrire le constructeur de copie des vecteurs unitaires qui héritent de la classe vecteur. Mais simplement, ils avaient oublié dans le constructeur de copie de faire l'appel au constructeur de copie de la superclasse vecteur. Or, il se trouve que la superclasse vecteur avait un constructeur par défaut qui construisait le vecteur nul. Et donc, ils se retrouvaient, chaque fois qu'ils faisaient des copies de vecteurs unitaires, avec des vecteurs unitaires qui étaient nuls, ce qui est quand même un comble pour un vecteur unitaire. Et donc, évitez ce genre d'erreur, et si vous pensez devoir redéfinir le constructeur de copie dans une sous-classe, n'oubliez pas d'appeler le constructeur de copie de la superclasse. Pour finir, je voudrais revenir sur un aspect qui a changé avec C++ 2011. Je vous ai dit en effet que les constructeurs n'étaient pas hérités dans la relation d'héritage. Une sous-classe héritait l'ensemble des attributs et des méthodes de sa superclasse, mais n'héritait pas le constructeur et les destructeurs. En C++ 2011, ils ont introduit ce qu'on appelle l'héritage des constructeurs, et il est donc maintenant possible de demander l'héritage d'un constructeur. Par défaut, on n'a pas d'héritage des constructeurs, mais on peut rajouter, avec une syntaxe comme ceci, le mot-clé using, on peut rajouter tous les constructeurs de la superclasse. Et ainsi, on pourra construire la sous-classe avec tous les constructeurs et donc avec les mêmes arguments que les constructeurs de la superclasse. Mais faites très attention, ceci est à mon avis quelque chose de très risqué et je vous déconseille de faire ce genre de choses, de faire donc de l'héritage des constructeurs, parce que les constructeurs des superclasses, évidemment, n'initialisent pas
les attributs de la sous-classe. Et donc, si on fait un appel à un constructeur de la superclasse dans la sous-classe, ce qui serait possible avec donc cet héritage des constructeurs, on n'aurait alors à ce moment-là pas d'initialisation des attributs propres de la sous-classe. C'est donc quelque chose que je vous déconseille de faire et que je ne vous conseille de le faire que lorsque vous n'avez pas de nouvel attribut dans la sous-classe, et évidemment si c'est approprié. Donc par exemple, supposons qu'on ait une superclasse A, ici, qui a deux constructeurs, un constructeur qui prend un entier, et un constructeur ici qui prend deux doubles. Et on a une sous-classe donc B qui hérite de la superclasse A. On peut donc faire à la demande hériter les constructeurs de A dans la classe B, en écrivant comme ceci, using, donc A2.2.A, c'est-à-dire en utilisant les constructeurs qui s'appellent A de la classe A. La syntaxe ici est peut-être un peu redondante, mais c'est comme ça qu'il faut écrire, donc using A2.2.A. Et alors à ce moment-là, on récupère donc dans B deux constructeurs, un constructeur avec un paramètre de type entier et un constructeur avec deux paramètres de type double. Mais si jamais comme ça, dans B, attention, on avait introduit comme ça des attributs supplémentaires, alors attention, les constructeurs en question, comme ce sont les constructeurs de A, ne vont évidemment pas initialiser l'attribut B. C'est donc pour ça que je vous recommande d'utiliser ce genre de choses avec beaucoup de parcimonie, voire de l'oublier. Mais nous tenions à vous le signaler parce que quand même c'est quelque chose qui a été introduit dans cette nouvelle norme C++ 2011 et que vous pourriez être amené à rencontrer. Voilà, ceci conclut donc notre série de séquences vidéo sur l'héritage.